Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Dernière ligne droite pour le dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante jusqu'à minuit. Ce soir, l'instance chargée des élections va recevoir les dossiers. Celle d'Abel Mabri Touaké s'enregistre aujourd'hui à la CEI. Des plateformes politiques ont aussi envoyé des pièces au nom de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. On verra l'ambiance qui a prévalu au siège de la commission. Porté en terre aujourd'hui, il n'est plus depuis le 27 août dernier. Hommage et prière pour le repos de l'âme de Mamadi Diané. C'était ce lundi à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui représentait le chef de l'État. L'ex-conseiller du président de la République fait commandeur de l'ordre national à titre posthume. Le PS Gouv, programme social du gouvernement en marche de l'eau potable pour les populations de Kongoti. Ce village du département de Daoukro dans la région de Ifo a un nouveau château d'eau. L'ouvrage inauguré par des membres du gouvernement samedi dernier, un investissement de 450 millions de francs CFA. Un nouveau Premier ministre au Liban, le chef du gouvernement est adoubé par les principales forces politiques du pays. Moustapha Adib s'est engagé à former une équipe composée d'experts et de personnes compétentes. Elle sera chargée de mettre en œuvre des réformes longtemps attendues. Une journée de lundi bien chargée pour la commission électorale indépendante. Jusqu'à minuit aujourd'hui, la CEI reçoit les dossiers de candidature pour la présidentielle d'octobre 2020. Les candidats déjà inscrits doivent déposer les pièces manquantes à leur dossier. Les candidatures de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, déposées par leurs plateformes politiques respectives. Albert Mabri Touaké et plusieurs autres ont également fait acte de candidature. On fait le point dans ce journal. Mais avant, rendons-nous à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Prière et hommage à Mamadi Diané, l'ex-conseiller du président de la République, décédé le 27 août dernier. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko y représentait le chef de l'État. Mamadi Diané, élevé au grade de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Le reportage de Mahama Traoré. Lecture intégrale du Saint-Coran dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Intentionnellement, chaque verset lu intercède en faveur de Mamadi Diané, rappelé à Allah le jeudi dernier. Ce lundi, jour choisi pour l'inhumation de l'ex-conseiller spécial du président Alassane Ouattara, toute la République se tenait aux côtés des familles éplorées. Le chef de l'État en séjour hors du pays s'est fait représenter par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est d'ailleurs le chef du gouvernement qui témoignera la reconnaissance de la nation à ce vaillant serviteur. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Que retenir de Mamadi Diané? Il fut l'un des premiers Africains à intégrer et prospérer dans les milieux d'affaires américains dans les années 80. Un homme serviable, au carnet d'adresses très fourni. Ses proches le décrivent comme un citoyen du monde. Je voudrais juste témoigner de ce que ce garçon a accompli par lui-même, un self-made man, pour arriver à des sommets, mais en même temps sa capacité à redescendre, à assumer sa religion, mais surtout à rendre service à tous ces Africains. Vous allez chez Mamadi, vous trouvez les Guinéens. Quand ceux-là partent, les Maliens viennent. Ensuite, ce sont les Tanzaniens, les Sénégalais, les Burundais, et ainsi de suite. Pendant 20 ans, il a représenté cela. Mamadi était un homme de droiture, pour qui l'amitié représentait une de ses valeurs les plus importantes de la vie. Quand il accordait sa confiance et son affection à quelqu'un, c'était pour toujours. On pouvait compter sur lui quand on avait besoin d'aide, mais également quand on souhaitait partager avec un ami des moments de détente. Après les hommages et les bénédictions, place à la prière mortuaire, ultime moment d'intercession avant le départ pour le cimetière de Williamsville, où Mamadi Diané a été porté en terre ce lundi après-midi.
Le tour de l'actualité ce soir nous emmène dans la région de Lifou. Une bonne nouvelle évidemment, de l'eau potable pour les populations de Kongoti, un village du département de Daoukro. Les ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité ont procédé à l'inauguration d'un château d'eau dans la localité. Cet ouvrage a coûté 450 millions de francs CFA. Il va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce que nous rapporte Herman Yamien. Ce geste des ministres Sidiki Diakité et Laurent Tchagba matérialise la mise en service officielle du château d'eau de Kongoti dans le département de Daoukro. C'est un véritable soulagement pour les populations de ce village et celles des villages voisins de Kwasi-Getekro et d'Asueti. Ces villages, bien que disposant déjà chacun d'un système d'hydraulique urbaine, les populations étaient confrontées à un déficit aigu de production d'eau potable à cause du tarissement des différents forages qui ont été réalisés. On s'en va puiser de l'eau en brousse, on prépare. Et puis on met javet dedans et puis on boit. Avant l'arrivée du château d'eau, c'était vraiment difficile. Les femmes portaient des pots à des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, grâce au château que nous avons reçu, la population est ravie. Ce projet d'un coût global de 450 millions de francs CFA est entièrement financé par l'État ivoirien. Grâce aux travaux d'extension du réseau de Kongoti à partir de Daoukro, l'on pourra produire désormais 220 mètres cubes d'eau par jour au lieu de 60 mètres cubes d'eau par jour avant les travaux. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations de Kongoti, de Kwasi-Getekro et Asueti, estimé à environ 3242 habitants en 2020, est désormais garanti. Ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, parrain de la cérémonie, demande aux populations de faire confiance au gouvernement qui, selon lui, entend apporter le développement dans toutes les localités du pays. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Cette vision, c'est le bonheur pour chacun des Ivoiriens et dans tous les compartiments de sa vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis son accession au pouvoir, son seul objectif, c'est de donner de l'électricité à chaque village, à chaque communauté. Donner de l'eau à chaque communauté. Le château d'eau de Kongoti, enfin opérationnel, les populations pourront désormais avoir recours sans difficulté à leur robinet de maison. À boire, mais aussi à manger. La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en riz avant 2025. Une politique de développement de la filière est élaborée. Le ministre de la Promotion de la Riziculture explique la nouvelle approche aux producteurs. Gaussou Touré était dans la région de la Nawa. Jean-Marc Diadi. Le ministre de la Promotion de la Riziculture est dans la région de la Nawa. Accompagné de son équipe et des élus locaux de la région, Gaussou Touré a visité successivement les sites rizicoles de Mayo et le champ expérimental de riz avec différentes variétés pouvant produire jusqu'à 22 tonnes l'hectare. Avant de mettre le cap sur d'autres parcelles et un barrage de près de 3 millions de mètres cubes d'eau fonctionnelle pour la culture du riz de la zone. De Méagui à Soubré, la cité des 1000 barrages en passant par Mayo, Gaussou Touré a échangé avec les acteurs du monde de la riziculture. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés avant de prendre le soin d'écouter le ministre de la Promotion de la Riziculture expliquer la nouvelle politique de production du riz. Une politique qui s'articule autour d'une idée baptisée la stratégie de développement de la riziculture. Il s'agit de passer d'une riziculture traditionnelle non finançable et non rentable à une riziculture rentable, compétitive, durable et respectueuse de l'environnement. Et il s'agit aussi au niveau de toutes les régions de créer des richesses par les différents producteurs. Donc chaque riziculteur aura 5 hectares et ils seront regroupés dans des coopératives à raison de 50 riziculteurs par coopérative. Pour les producteurs de la zone, cette nouvelle stratégie va leur permettre d'augmenter considérablement leur production en vue de jouer un rôle prépondérant dans l'économie du pays. Il faut que nous les agriculteurs de Méagui, on s'organise
pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en riz. La nouvelle politique du riz vise à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz de bonne qualité avant 2025 et premier exportateur en Afrique à l'horizon 2030. On va se rendre à Bessé-di-Brignan. C'est une localité située à environ 60 km d'Abidjan. L'autonomisation des jeunes et des femmes est au cœur d'un programme. Le projet Clé en main est lancé dans le domaine de l'élevage. Il va permettre de générer 3000 emplois directs. Astou Touré. Ils sont venus des 14 villages du canton Thioyasso pour se retrouver sur la place publique de Bessé-di-Brignan pour le lancement de ce projet de développement. Ce projet dénommé Clé en main est un projet d'élevage contenu dans le vaste programme d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire appelé PADECI, un programme logé au ministère des Ressources animales et halieutiques. De façon spécifique, c'est pour améliorer la production de viande et de lait à travers le développement des élevages de ceux que nous allons installer. Ce projet qui vise l'autonomisation des jeunes et des femmes en zone rurale va générer 3000 emplois directs et 12 000 emplois indirects à Bessé-di-Brignan. La jeunesse a assez de problèmes. D'abord, des moyens de financement. Il y a des jeunes qui sont diplômés, mais ils n'ont pas d'appui. Aux femmes de Bessé-di-Brignan, je leur demande vraiment de s'impliquer dans ce projet pour que nous puissions aller de l'avant, pour vaincre vraiment la pauvreté. Pour la réalisation de ce projet, qui va coûter environ 30 millions de francs CFA, les populations de Bessé-di-Brignan ont pu compter sur l'aide et l'appui d'un fils de la région. Ces actions, c'est de pousser le peuple acquier à aimer l'élevage. L'élevage qui nourrit son homme aujourd'hui. Ça, c'est un projet test qu'on va faire. Il faut dire qu'à terme, c'est de mettre à la disposition de la population 10 poules, un coq, de sorte que chacun puisse se prendre individuellement son projet et le développer à sa façon. Parce que la mise en œuvre du projet recommande que ces jeunes et femmes bénéficiaires soient organisés soit en association ou en coopérative, le président des jeunes et la première responsable des femmes ont été intronisés et présentés aux populations, occasion pour le sous-préfet de Bessé-di-Brignan de leur rappeler l'importance de la tâche à eux confiée. Vous devez savoir que l'avenir ne s'improvise pas et que votre bonheur futur ainsi que celui de vos enfants dépendra pour une large part des efforts que vous déploierez dès aujourd'hui sans perdre un instant, car le monde n'a que faire des paresseux et des inconscients. C'est sur ces sonorités du pays acquier qu'a pris fin cette rencontre. Et des finances pour soutenir ces actions d'autonomisation. Les assemblées annuelles de la BAD ont pris fin il y a quelques jours à Abidjan. Le président Adesina, réélu à la tête de la Banque africaine de développement pour 5 ans. Il doit prêter serment demain mardi 1er septembre. La ministre Niale Kaba, la présidente du Conseil des gouverneurs de l'institution, a fait le point des grandes résolutions de la rencontre d'Abidjan. Le reportage de Cheikh Koné. Seul candidat à sa succession, Dr Kenwumi Adesina, a été réélu à 100% par les gouverneurs des 81 États membres de la Banque africaine de développement. Une réélection sur fond de compromis parce qu'à l'accoutumée, dans les principes de la banque, le candidat unique est tout simplement plébiscité et ne passe pas par un vote. Alors le fait d'avoir voté, malgré le fait que nous ayons un candidat unique, ça a eu la particularité de nous mettre dans une situation de doute jusqu'à la dernière minute. Nous n'avons pas procéder au vote par acclamation, comme cela se fait habituellement. Le vote a été effectif, il s'est bien passé. Un bon déroulement du processus électoral qui n'occulte pas les nombreuses tensions qui ont secoué la banque ces derniers mois, notamment la crise des lanceurs d'alerte. La Côte d'Ivoire qui a assuré à travers la ministre Niale Kaba la présidence du Conseil des gouverneurs durant 15 mois, s'est fortement impliquée pour faire adopter une réglementation sur les lanceurs d'alerte afin de renforcer la gouvernance de la banque. Nous avons adopté une résolution de revue de la politique de code de conduite et une résolution donc qui va réviser de façon étendue la politique de gouvernance de la banque. Le bureau du Conseil des gouverneurs avait retenu 2 actions. La première, c'est de faire la révision du rapport du comité d'éthique par 3 personnalités dirigées par Mme Robinson
Et la deuxième, c'est de procéder à la révision de la politique des lanceurs d'alerte pour éviter que la banque n'ait plus jamais à être secouée, on va dire, par cette vague de contestation, d'incertitude, d'instabilité que la politique des lanceurs d'alerte a failli créer. Cette résolution va mettre en place un comité ad hoc de 5 gouverneurs, dont 3 régionaux et 2 non-régionaux, représentant les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Ce bureau va travailler durant une année sur la politique des lanceurs d'alerte de façon singulière et de la gouvernance de la banque de façon étendue, à savoir les contrats et autres marchés passés par la banque. L'investiture du président Adesina se tient demain 1er septembre. Les prochaines assemblées annuelles se tiendront, elles, en 2021, à Accra, au Ghana. On parle de développement, mais cela passe aussi par la paix. Jean-Pierre Cardinal Coutois appelle au dialogue. Un message de l'archevêque d'Abidjan qui se prononçait sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il invite les acteurs politiques et la société civile à la concertation. Grâce Kando. Face au climat sociopolitique actuel marqué par des manifestations et tensions intercommunautaires qui mettent à mal la cohésion sociale, Jean-Pierre Cardinal Coutois appelle les acteurs politiques et la société civile au dialogue. La Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays de dialogue par tradition. Ne mettons pas le dialogue sous éteignoir pour emprunter des chemins qui n'honorent pas notre cher pays. L'on ne peut dialoguer sans faire un pas pour rejoindre l'autre. J'invite instamment tous les Ivoiriens à renouer avec le dialogue. L'archevêque d'Abidjan a aussi insisté sur le respect des lois en vigueur. Je prie pour que chacun, dans l'exercice de sa responsabilité, ait la sagesse pour tout accomplir dans le strict respect des lois. Que les appuis et les revendications se fassent dans le strict respect de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne le respect du droit à la vie, droit inviolable selon notre Constitution, confère l'article 3. Seule la justice qui reconnaît à chacun ses droits et devoirs nous apportera la paix. Le cardinal Coutois invite toutes les communautés religieuses à la prière pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Autre initiative de cohésion sociale qu'on verra avec Patricia Omoetia, un culte d'adoration pour la paix. Le diplomate Claude Sailly représentait le Premier ministre chez les prophètes évangéliques de Côte d'Ivoire. Il exhorte ses guides religieux à prier pour le pays. Engré 11h. La délégation du représentant du Premier ministre arrive à l'église de la Cité évangélique de la foi. Le responsable de cette communauté, c'est lui, le prophète Olivier Gawa, l'un des leaders des prophètes de Côte d'Ivoire. Il entame le culte par des prières et l'hymne national. Appelé également à faire l'œuvre de la paix, la Mission internationale de la foi en Jésus-Christ dans la commune d'Abobo a prié pour la cohésion sociale. C'est l'appel que je lance d'abord à tous mes confrères, pasteurs, leaders, prophètes, à tous les prophètes du CONAPSI et puis particulièrement aux Ivoiriens. Vous savez, la Bible dit que notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Et quand la nation est en paix, c'est là que chacun peut faire ses activités. Avant même que le ministre ne vienne, j'ai pris 21 jours de jeûne de prière devant la nation pour que Dieu fasse en sorte que la paix soit dans notre pays. Pour le représentant du Premier ministre, les prophètes ont un rôle très important à jouer dans le processus de paix. Ces leaders ont une triple mission qui est de prôner l'amour, la paix et la fraternité au sein des communautés. Je pense que le Premier ministre et le président de la République, en me demandant de leur rendre ces visites-là, est le témoignage même que l'État est proche de ses citoyens, mais que l'Église est au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est par cette foi-là que nous pourrons permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une stabilité. Et il est important qu'en ces moments, surtout que dans chacune de ces chapelles et de ces temples, ils ont entrepris des périodes de jeûne et de prière, que le gouvernement apporte son soutien et leur demander de prier, de toujours prier pour que la Côte d'Ivoire garde sa stabilité. Cette tournée en faveur de la paix initiée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko a pris fin dans une ambiance de louange et d'adoration.
Et la Covid-19 reste aussi encore active. Restons vigilants pour arriver à bout de la pandémie dans le pays. Voici les chiffres de ce lundi 31 août. 119 nouveaux cas sur 1252 échantillons, soit 9,5% de cas positifs, 146 guéris, 2 décès. À la date du 31 août, la Côte d'Ivoire compte 18 067 cas confirmés, dont 16 699 personnes guéries, 117 décès et 1251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 127 804. Toutes les semaines, le gouvernement fait le point de la gestion de la Covid-19 dans le pays. Il y a une baisse du taux général de positivité, mais cela ne signifie pas que la pandémie est terminée. La maladie est toujours une réalité. Les autorités sanitaires et sécuritaires exhortent à continuer de respecter les gestes barrières. Franck Wadio. Au 126e point sécuritaire national, force est d'observer un relâchement à l'occasion de certains rassemblements. Le porte-parole de la police nationale interpelle donc. Poursuivant par ailleurs la sensibilisation dans cette période sensible, préélectorale, invitons instamment, au nom de tous les grands commandements militaires et paramilitaires, les hommes politiques, les ministres des cultes, les leaders de la société civile, le mouvement sportif national, les clients, propriétaires et tenanciers de maquis, bars, boîtes de nuit, salles de spectacle, à la vigilance civique qui sauve. Vigilance alors des forces de sécurité qui annoncent un total de 1535 établissements, maquis, bars et autres sites de rassemblement visités entre le 24 et le 30 août 2020. Au niveau sanitaire, 438 nouveaux cas annoncés sur 6018 prélèvements, ce qui donne un total de 17 948 cas sur un échantillon total de 126 552 prélèvements testés. Soit 14,18% des cas. 1351 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 16 553, soit 92,51% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Le nombre total de décès de Covid-19 notifiés est 115, soit 0,64% des cas. 1280, le nombre de cas encore actifs, soit 7,13% des cas dépistés à ce jour. 95% des cas dépistés sont concentrés dans le Grand Abidjan. L'analyse des données révèle une baisse continue du taux de positivité. On note du 1er au 30 août 2020, 5125 guéris contre 6 887, soit 1762 guérisons en moins. Cette situation n'est pas synonyme de fin de la pandémie dans notre pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous encourage à la prudence et à la persévérance. Il faut donc se réapproprier les bonnes pratiques, même si les pics sont moins denses ces dernières semaines. À Adzopé, les autorités communales disent œuvrer à maintenir le cap de la sensibilisation. La mi-mars, et en application des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité, la mairie d'Adzopé a donc pris des dispositions pour amplifier et relayer ces mesures. Premièrement, par la prise d'un arrêté municipal imposant le respect des mesures barrières à tous, suivi d'un programme de sensibilisation par les radios de proximité. La localité a enregistré 4 cas de contamination heureusement pris en charge à temps. Aux autorités sanitaires et sécuritaires de maintenir donc l'alerte dans le Grand Abidjan et même au-delà, le coronavirus est bel et bien toujours d'actualité. Et ce communiqué de la Commission électorale indépendante. Dans une déclaration datée du 28 août 2020, M. Bédier Conan Aimé Henry, président du PDCI-RDA et candidat de ce parti à l'élection présidentielle 2020, appelle à un audit international de la liste électorale avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour appuyer sa demande, le président du PDCI ajoute surtout que le président de la CEI a avoué que la liste électorale 2020 comporte
comporte 0,3% d'anomalies. Sans donner les lieux ou circonstances de ce prétendu aveu du président de la CEI, la commission électorale indépendante dément fermement de telles allégations attribuées à son président, celui-ci n'ayant jamais tenu ses propos ni en public ni en privé avec le président du PDCI, ni avec un membre quelconque de son parti. Au demeurant, le président du PDCI ne précise pas la nature des anomalies dont il s'agit et encore moins le mécanisme de détermination du taux de 0,3% dont il fait mention, ce qui ne permet pas à la CEI de lui apporter des éclaircissements qui conviendraient. La commission électorale indépendante rappelle que le contentieux ouvert à l'issue de l'affichage de la liste électorale provisoire visait un examen inclusif par tous les électeurs et toutes les autres parties prenantes au processus électoral en cours en vue d'obtenir un fichier électoral propre et fiable. En tout état de cause, la commission électorale indépendante tient à rassurer les partis ou groupements politiques, les candidats à la candidature de l'élection présidentielle du 31 octobre, la communauté nationale et internationale et que la liste électorale provisoire 2020 est en cours de traitement afin de prendre en compte les décisions du contentieux résultant des réclamations et des observations qui ont été portées à sa connaissance selon les dispositions légales en vigueur. Elle réaffirme à toutes et à tous que la liste électorale définitive, qui sera arrêtée dans la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020, sera des plus crédible. La commission électorale indépendante souligne par ailleurs que la période de réception des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre prend fin ce lundi 31 août 2020 à minuit. C'est signé pour la commission électorale indépendante, le service communication. Justement, pour cette présidentielle d'octobre 2020, c'est un dernier jour de dépôt des candidatures chargé pour la CEI. Plusieurs candidats étaient au siège de la commission électorale indépendante. Mabry Touakeus de l'UDPCI a déposé son dossier. Sidonie Davila. Albert Mabry Touakeus, accompagné de son épouse, fait son entrée aux environs de 12 heures à la commission électorale indépendante. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, est venue matérialiser son ambition d'être candidat à la présidentielle de 2020 en déposant son dossier de candidature. L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique les motivations. Au cours des prochaines décennies, et notre pays qui a non seulement des ressources naturelles importantes, mais aussi les résultats de sa force de travail à travers l'agriculture, a donc un potentiel à transformer. Ce potentiel-là doit être transformé avec les jeunes. C'est pour cela que l'occasion de la prochaine élection doit permettre de donner toute sa place aux jeunes, permettre que le dividende démographique que nous avons puisse effectivement conduire au développement, conduire à une participation effective des jeunes à la transformation de notre pays. C'est la raison de notre candidature. Quelques minutes avant l'arrivée du président de l'UDPCI, son équipe, conduite par Blé Guirao, remettait les fiches de parrainage à la CEI. Sidonie Davila a également tendu son micro à des militants qui ont accompagné leur candidat à la commission électorale indépendante. On va regarder l'ambiance à la CEI. Ils ont voulu être les témoins des faits. Les militants de l'UDPCI étaient nombreux au dépôt de candidature d'Albert Mabry Touakeus, le président du parti. C'est une joie pour nous en tant que un des proches collaborateurs, mais surtout secrétaire général adjoint 1, le docteur Mabry pour nous, c'est celui-là qui est le trait d'union entre la jeunesse et les autres générations. Et donc aussi, en tant que médecin, il a un sens élevé du devoir et donc du service social. Je suis émue parce qu'il y a longtemps, nous attendions cela. Et Mabry a les atouts pour le faire. C'est ce qui m'encourage. Je pense que c'est l'homme qu'il faut pour cette Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour nous, c'est un jour mémorable. Et je veux vraiment dire merci aux militants qui sont mobilisés. Nous avons largement dépassé le parrainage. Des militants galvanisés, ambiance surchauffée aux allures de fêtes populaires pour accueillir leur président. La mobilisation des militants de l'UDPCI, une assurance pour Albert Mabry Touakeus.
On va rester avec notre reporter Sidonie Davila. EDS dépose un dossier. La plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté qui soutient la candidature de Laurent Gbagbo. Bien que ne figurant plus sur la liste électorale, l'ex-président ivoirien et ses partisans tiennent à aller jusqu'au bout du processus électoral. Ce faisant, les membres de la plateforme qui soutiennent la candidature de Laurent Gbagbo ont été les premiers à se présenter à la CEI ce lundi, dernier jour de dépôt de candidature. Georges Armand Ouignan, en tête de la délégation, a été reçu par la CEI qui a réceptionné le dossier du candidat de l'EDS. Nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique, du asseyons-nous et discutons de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. L'ex-président ivoirien et ses partisans placent beaucoup d'espoir en cet acte de candidature pour la présidentielle. La suite revient au Conseil constitutionnel. Des militants de EDS se sont aussi mobilisés pour ce dépôt de candidature. On va regarder quelques réactions avec notre reporter. Un jour, pas comme les autres pour les partisans de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme proche de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le dossier de candidature de leur leader, à leur grande satisfaction, a été réceptionné par la CEI. Tout s'est bien passé et nous souhaitons que les élections se passent de façon calme, de façon ouverte et de façon démocratique. Je voudrais vous dire tout juste que je suis heureux d'avoir déposé le dossier de mon référent. Autour du référent, il n'y a pas de débat. Nous sommes ensemble. Dans les environs de la commission électorale indépendante, coups de sifflet, fanfare, une ambiance de fête, on pouvait entendre les membres de l'EDS scander le nom de Laurent Gbagbo. Une partie du boulevard Latry est prise d'assaut par les partisans de Laurent Gbagbo. L'idée, manifester leur adhésion quant à la candidature de l'ancien président ivoirien. On termine ce soir avec la candidature de Soko Koyi. Il dépose ses dossiers à la commission électorale indépendante pour réunir, dit-il, toute la Côte d'Ivoire. Éric Goré. Les candidats à l'élection présidentielle d'octobre continuent de déposer leurs dossiers en vue de prendre part à l'élection présidentielle. C'est le cas du prophète Soko Koyi, candidat indépendant. Ce candidat n'a que 3 documents. Quant à la question de savoir ce qui le motive, voici sa réponse. Je suis pour tout le monde. J'aime tout le monde. Et je vais être au service de tout le monde. Je demande à Dieu de mettre sa main sur ce pays afin qu'il y ait la paix dans ce pays. Que Dieu apporte la prospérité dans ce pays. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont dans ce pays puissent s'unir pour bâtir ce pays. Le 31 août représente la date de clôture de dépôt de candidature. Dans le reste de l'actualité au Liban, il y a un nouveau Premier ministre, Moustapha Hadib, s'est engagé aujourd'hui à l'issue de sa désignation à former en temps record une équipe ministérielle formée d'experts et de personnes compétentes. Elle sera chargée de mettre en œuvre des réformes longtemps attendues. Le chef du gouvernement est adoubé par les principales forces politiques du pays. Cet ancien professeur de sciences politiques, ex-ambassadeur du Liban en Allemagne, a obtenu le soutien de 90 des 120 députés du Parlement. Le parti chiite Hezbollah s'est par ailleurs déclaré prêt à discuter du nouveau pacte politique proposé par le président français Emmanuel Macron. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit que le vieux se chauffe avec le bois récolté dans sa jeunesse. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu voulant, on se retrouve demain.